celui de la place des personnages féminins. Et si je l'ai lu de cette manière, ce n'est pas par hasard, c'est après une relecture du procès que j'avais lu il y a des années, dont je me souvenais très mal, relecture que je m'étais proposé de faire dans le cadre de la préparation d'un exposé sur l'aveu. Et cette relecture a été l'occasion d'un effet renouvelé de surprise. On est à la fois, comme tout un chacun habituellement, conquis et intrigué par ce texte. Et aussi avec ce léger malaise que cet écrivain suscite chez la plupart. Et chemin faisant, dans cette relecture, j'ai été intrigué par l'emploi d'un procédé d'écriture, en fait très largement répandu dans son œuvre, et qui est une scotomisation, une manière de mettre hors champ, en termes de cinéma d'ailleurs, certains points précis, et en particulier, c'est ça qui m'avait frappé, quelque chose qui concerne la sexualité. Il y a une scotomisation partielle, mais tout à fait nette. Alors, intrigué, j'ai porté mon attention sur ce point, et de là, sur tout ce qui concerne les relations aux femmes. Dans l'ensemble de ses textes, ainsi que dans son journal et dans sa correspondance. Pas la totalité de sa correspondance, je suis loin d'avoir tout lu, c'est absolument énorme. Alors, j'ai été impressionné par l'omniprésence des personnages féminins, leur diversité sûrement, mais aussi une certaine constance dans leurs caractéristiques. Et l'impression d'insistante répétition est alors très forte. Alors, ce à quoi m'a mené cette lecture, sous réserve que d'autres n'aient pas découvert ça avant, ce qui m'étonnerait quand même, est d'autant plus étonnant que même si ça relève du cliché, la substance des écrits de Kafka n'est pas du tout différente de celle de sa vie d'homme. Il n'y a pas d'écart véritable. C'est ce qu'il disait lui-même d'ailleurs. Et sa biographie et ses écrits sont vraiment comme les deux pages d'un livre ouvert qui se renvoient l'une à l'autre. C'est son obsession. Il ne veut être que littérature. Ce restrictif n'être que, condensant l'aspiration idéale et l'obligation répressive. Répression qui se décline dans sa vie par des renoncements, des incapacités, un ascétisme résolu, une forme d'anorexie, et dans son écriture, par un style très dépouillé, dans un allemand ciselé et comme venu du fond des temps, dépourvu de toute ornementation et avec une quasi-disparition du narrateur. Et une narration lacunaire, criblée de silence. De même qu'on y trouve une décoloration affective bien connue qui contribue à l'effet d'étrangeté. On pourrait reprendre toute cette description en termes de cinéma. D'ailleurs, il y a une écriture qui se prête à l'adaptation cinématographique. Tant sur le plan narratif que sur le plan imagé. Alors, j'aimerais vous faire sentir ce saisissement qui a été le mien et qui m'a amené à poursuivre l'enquête. Car ce que je pensais avoir saisi m'a saisi en retour. Ce saisissement et ce retournement sont donc un effet du texte sur le lecteur, mais sont aussi, on le verra, pour le saisissement, un thème qui imprègne ses écrits, et pour le retournement, un mécanisme en action constante, tant du point de vue narratif que dans ce qui apparaît comme une défense, à l'œuvre chez Kafka lui-même. La problématique de l'emprise sur l'objet, et ou par l'objet, puisque c'est de cela qu'il s'agit, implique en effet toute une série d'aménagements défensifs sans cesse remobilisés, exigés par la pression constante des exigences pulsionnelles et la permanence du conflit entre maintien du lien et préservation contre lui. Il n'y a pas de solution, de résolution définitive. Il n'y a qu'une dynamique où se consomme une forte quantité d'énergie, où se consume la vitalité de Kafka, qui, outre sa tristesse, son malheur, sa souffrance physique et psychique, mentionne si souvent dans son journal et dans ses lettres sa fatigue, son délabrement, fatigue et délabrement qui se majoreront quand se déclara en 1913
la tuberculose, dont il mourra en 1924 à 41 ans. Mais fatigués délabrement qui connaîtront des variations qui montrent que d'autres facteurs que ceux de la maladie infectieuse restent agissants. Il interprétait lui-même sa maladie physique comme un effet de sa maladie morale. « Je suis moralement malade. Le mal des poumons n'est qu'un débordement du mal moral. » C'est un homme qui est contraint à une recherche d'équilibre sans fin. On pourrait dire ça de chacun d'entre nous, mais chez lui, ça prend une acuité, une intensité tout à fait particulière. D'ailleurs, le thème du cirque et de l'équilibre, d'équilibriste, dans le cirque et en dehors, est particulièrement présent dans son œuvre. Alors, privilégier de manière délibérée l'étude des personnages féminins m'a accroché, ferré comme un poisson, image très kafkaïenne, même si, pour lui, la métaphore est la mort de la littérature. Et je vous livre dès maintenant ma première conclusion. Tout Kafka, l'homme comme l'écrivain, est en proie à une menace constante d'emprise aliénante par l'imago maternel, incarné dans des personnages réels ou fictifs, et dont la puissance mortifère est d'autant plus redoutée que leur pouvoir de séduction est agissant. Mais il faudra aussi dépasser ce point de vue et considérer qu'il s'agit d'une construction défensive, d'une élaboration par rapport à une autre menace beaucoup moins explicite. Encore un mot dans cette longue introduction. Si l'on interroge à brûle-pourpoint son entourage sur la signification du terme kafkaïen, revient à tout coup cette définition. Est proprement kafkaïen de se trouver dans une situation incompréhensible et inextricable, sans issue. C'est l'un des paradoxes de cette œuvre d'écrivain, de cette création de l'intellect, que de générer un monde où l'échec de l'intellection et de l'intention, l'échec de la pensée est total. On verra, chemin faisant, ce qui le détermine, c'est du moins un des facteurs qui le détermine, qui rend cet échec inéluctable. Dans ce monde, l'action prédomine, effective ou empêchée, tantôt commentée, parfois très longuement par les personnages, tantôt sans phrase, mais elle mène en règle à l'échec, à des formes diverses d'impuissance, de dissolution, de disparition. Dans cet univers, la pensée échoue face à un pouvoir inconnu qui réduit les volontés et les actions individuelles à des épiphénomènes, des péripéties sans importance. En réaction à cela, certainement, défensivement aussi, j'ai dû vouloir suivre un fil pour ne pas m'égarer. Et comme Thésée s'en remet à Ariane, je me suis muni de ce sauf-conduit qu'offre la série ininterrompue et sans fin des femmes. C'est vous qui me direz si je me suis ou pas égaré dans ce labyrinthe. La limite de cette démarche, ou une des limites, est de négliger bien d'autres dimensions capitales de ses écrits. Mon exposé ne peut être que partiel, et je laisserai ainsi de côté, par exemple, la place du rêve chez Kafka, tout son questionnement quant à son appartenance au judaïsme et à quel judaïsme, la dimension métaphysique de sa recherche, tout ce qui concerne la place de la maladie dans son œuvre comme dans son équilibre psychique. Excusez du peu, et la liste n'est pas close. Et commençons par un rappel de faits biographiques bien connus, dans une partie que j'ai intitulée « Des fiançailles au tribunal ». En août 1912, Kafka, âgé de 29 ans, rencontre Felice Bauer, une berlinoise de 4 ans sa cadette, par l'intermédiaire de Max Brod. Il ne la trouve pas attrayante, visage osseux et insignifiant, habillée tout à fait comme une ménagère. Il l'a prise pour une bonne. Est-ce un obstacle de passer pour une domestique aux yeux de cet homme, grand, mince, à l'air juvénile, élégant dans son allure comme dans son expression? Non, car son caractère, à Felice, est tout autre. Et Kafka écrit dès le lendemain que bien que n'étant pas amoureux,
il est convaincu qu'elle devra devenir sa femme. Félix est une personne décidée, travailleuse, entreprenante et efficace, qui a commencé d'effectuer un parcours professionnel très remarquable et atypique pour l'époque, au sein d'une entreprise où elle est déjà fondée de pouvoir. Franz écrit à son ami, Max Brod, qu'il est sous l'influence de la demoiselle, à qui il dédie Regard. Regard, qui est un recueil de 18 textes, choisis et agencés par lui, Kafka, et qui, grand événement dans sa vie, paraît le 10 décembre 1912, car cet homme voulait être publié. Mais est-il possible de concilier mariage et écriture, se demande-t-il. Sa première lettre à Félix date du 20 septembre 1912. Et dans la nuit du 22 au 23, d'une traite, dans l'urgence, il écrit le verdict. En 2 mots, le verdict, c'est l'histoire d'un fils, Georg, qui est très engagé dans un projet de fiançailles. Quand il en fait part à son père, la crise éclate et va à son terme, tragique, après que Georges ait eu la révélation que son père l'aimait. Ce père qui pourtant prononce ces paroles fatales. Tu étais au fond un enfant innocent, mais encore plus au fond un être diabolique. Et par conséquent, écoute-moi bien, je te condamne à cet instant à périr noyé. Georg exécute la sentence, se jetant du haut d'un pont, en murmurant « Chers parents, je vous ai pourtant toujours aimés. » Ce Bendemann, père de Georg, perçu par les commentateurs comme un portrait de Hermann, le père de Kafka, incarne l'instance surmoïque, impitoyablement répressive des désirs de l'enfant. C'est une interprétation insuffisante, mais qui sera alimentée par le contenu de la fameuse lettre au père que Franz rédigera plus tard. Bendemann incarne tout autant la fonction surmoïque protectrice contre un danger lié au rapprochement affectif et sexuel avec la femme. J'ai été frappé par la façon dont K se tourne vers les absents en disant « Mais qu'est-ce qu'ils vont penser ?» On a l'impression qu'il les appelle à l'aide, à la rescousse. Il ne les craint pas, les autres. Il lui manque. Ce danger-là du rapprochement avec la femme est bien réel pour Franz Kafka, qui engage certes une relation avec Félix, mais essentiellement lui écrivant depuis Prague des centaines de lettres, plusieurs fois par jour souvent, mais en évitant de se trouver en sa présence, sauf pour de rares et très brèves visites. Dans cette distance aménagée, débute alors pour lui une période de fécondité littéraire comme il n'en connaîtra plus jusqu'à sa mort. Après le verdict, il entame un roman, L'Oublié, dont il ne publiera que le premier chapitre, Le Soutier, connu aussi sous le titre du Chauffeur. Le reste du roman sera publié de manière posthume par Max Brod sous le titre L'Amérique. Donc le verdict, puis le Soutier, puis vient la métamorphose. Max Brod note: Kafka en extase passe ses nuits à écrire. Kafka tient Félix, qui de loin est perçue comme bienveillante et sécurisante, au courant de la progression de la rédaction de L'Oublié. Ce roman vous appartient aussi. Il ne peut progresser qu'avec votre bénédiction. A l'inverse, s'il échoue, il sera clair qu'il se sera trompé en croyant possible une conciliation entre mariage et création littéraire, interrogation inquiète et ancienne chez lui. Or, à la mi-novembre, 1912 toujours, il se trouve en butte à une sorte de révolte de ses personnages. Et il abandonne ce roman. Il reprendra plus tard. De même qu'à quelques notes près, son journal reste vide à partir de ce moment et pendant une année. L'année 1913 est stérile sur le plan littéraire, pendant que le projet de mariage avec Félix mûrit. Franz lui a quand même rendu plusieurs visites, rencontre les parents Bauer.
Mais en août 1913, après bien des hésitations, des demandes, des atermoiements, il interrompt cette correspondance où il évoque sa peur, qui est de ne jamais pouvoir la posséder sexuellement, car pour lui, et pour lui seulement, mariage et sexualité sont inconciliables. Le 14 août 1913, il note dans son journal cet aphorisme souvent cité: le coït comme châtiment du bonheur de vivre ensemble. Vivre dans le plus grand ascétisme possible, plus ascétiquement qu'un célibataire, c'est pour moi l'unique possibilité de supporter le mariage. Ce clivage entre amour et sexualité est amené par l'irruption de la fantasmatique sadomasochique. Il insiste sur son aptitude à torturer, contre laquelle il doit protéger Félix, en l'adjurant de renoncer à lui, de ne pas prendre sur elle cette croix. Je ne torture que par correspondance, mais une fois que nous vivrons ensemble, je deviendrai un fou dangereux qu'il faudrait brûler. Fou dangereux ou en danger de folie, nous verrons. Mais déjà dans cette période de déchirement est présente l'idée du suicide, par défenestration ou strangulation, d'une extrême violence, comme issue à un conflit interne démesuré. Mon amour est étouffé sous l'angoisse. Celle-ci est à la fois diffuse et centrée. La réalité de la sexualité est effrayante. Il note je n'ai pas mis la référence là. La sexualité, sous une forme comme ça, aphoristique, la sexualité éclatée des femmes, leur impureté naturelle. À ces jugements laconiques fait suite une allusion à une visite au bordel, qui le laisse froid, dit-il. Mon jeu avec la petite Lénie, sans aucun sens pour moi. Il y a un petit texte d'Isaac Bashevis-Singer, qui est dans le recueil qui est intitulé Le blasphémateur. Ce texte s'intitule Un ami de Kafka. Ça semble être des souvenirs véridiques, pas précisé dans l'édition que j'ai, et où un témoin direct rapporte le comportement de Kafka, pris de vomissement, enfin très, très pusillanime et au bordel et pris de vomissement à la sortie. Un ami de Félix, Grete Bloch, est envoyé auprès de Franz pour sauver ce qui peut l'être du projet mariage ou confirmer cette première rupture. Le 9 novembre 1913, Franz et Félix se revoient. C'est un échec. Mais début 1914, Franz s'écrit à nouveau et renouvelle sa demande en mariage. Une nouvelle rencontre a lieu à Berlin, fin février, à la demande de Franz. À la suite de quoi il écrit « Cela ne pouvait pas être pire. Maintenant viendrait le supplice du pâle. » C'est ce qu'il écrit à Grete Bloch, l'amie commune. Mais Félix donne son accord et des fiançailles très officielles avec les familles ont lieu à Berlin. Le mariage est fixé à septembre 1914, mais dès le 6 juin, Franz note « Rentré de Berlin, j'étais ligoté comme un criminel. » Et le 12 juillet se tient dans cette ville, à l'hôtel Askanischer Hof, une réunion avec Franz, Félix et quelques amis où on fait le point de la situation entre deux. La discussion débouche sur une mise en accusation de Franz et la conclusion en est la rupture, la deuxième des fiançailles. Kafka ne s'y défend guère, il est même son plus sévère procureur et il n'a de cesse, comme dans ses lettres à Félix, comme dans ses lettres aux parents Bauer, comme dans ses notes, de démontrer à quel point il est incapable d'aimer, d'assurer amour, paix, sécurité à une femme, mais au contraire, certain de lui infliger les pires tourments. Il qualifiera cet épisode dramatique comme le tribunal de l'Askanischer Hof, en jouant sur les mots, puisque Hof, parmi d'autres, entre autres, a aussi le sens de cour de justice. Les relations se distendent et s'ensuit pendant 2 ans une correspondance plus rare, relativement plus rare, mais apaisée. Au total, la relation avec Félix a duré 5 ans. Alors qu'éclate littéralement la guerre aux 4 coins de l'Europe, août 14,
Kafka est rassuré sur son propre compte. Sa production littéraire redevient abondante, sinon satisfaisante pour lui. Mais ce sont ses amis, et non plus Félix, à qui il fait la lecture de ses travaux. C'est peu après la deuxième rupture des fiançailles, qu'il entreprend, très laborieusement semble-t-il, d'écrire le procès, dont il lit dès septembre le premier chapitre à Max. C'est à l'évidence le procès d'élaboration de ce qu'il vient de vivre et la confirmation en écrivant que sa capacité à penser est intacte et non pas altérée par une relation amoureuse. Ceci contribue à conférer au procès une dimension et une place à part dans la littérature, car, en rupture avec tout romanesque, il traite d'un processus plutôt que de faits, fût-il psychologique, car il est lui-même processus élaboratif. Et l'on peut penser que la culpabilité sans motif, dont il est tellement question dans ce livre, est liée à cet usage que Franz a fait de Félix, nouant avec elle une relation pour mieux la maîtriser. Il sera question plus loin de cette instrumentalisation d'autrui qu'il se reproche en termes d'insincérité. C'est trop vite, non ? Ça va ? Dans une seconde partie que j'ai intitulée Femme soumise, femme puissante. Les personnages féminins du procès et du château, Lénie en tête. Lénie, on a vu cette petite rentrée au bordel, qui n'avait rien fait. C'est une de ses héroïnes ensuite. Lénie en tête, donc les femmes occupent des positions subalternes dans ces deux romans. Domestiques, servantes, concierges, employées, prostituées ou peu s'en faut. Elles sont au service des hommes, dont elles ont à satisfaire les besoins, les désirs, les exigences, en les prévenant ou en les subissant, jusqu'au viol. Mais une lecture attentive corrige cette impression première d'effacement, d'infériorité, et confère à Lénie, pour parler d'elle, une densité, une présence, une luminosité que rien n'altère. C'est parfaitement rendu. Ce personnage de l'ombre, de la coulisse, tout est dans la scène, c'est formidable. Ce personnage de l'ombre, de la coulisse, du détail mesquin ou prosaïque, est très actif. Et ceci est valable pour les autres femmes du roman, actives et entreprenantes. Souvenons-nous que telle est Félix. Lénie l'est particulièrement dans le domaine amoureux. C'est elle qui exprime les sentiments et les désirs, les siens propres comme ceux des hommes, dont Joseph K., le héros du procès. C'est chez Lénie que réside amour, tendresse, sensualité. Mais l'écriture de Kafka, faite entre autres de soustraction, crée un climat d'atonalité affective, de neutralité ou de distance relationnelle. Marthe Robert précisera ça en disant que les personnages, d'autres l'ont vu bien sûr, que les personnages de Kafka se définissent par ce qui leur manque. Je la cite. Le personnage typique de Kafka fascine uniquement par les lacunes inexplicables de sa définition, qui font de lui non pas un objet d'identification, mais une énigme obsédante et par là même un continuel stimulant pour la pensée. Donc dans ces romans, les personnages semblent indifférents entre eux, sauf à s'utiliser les uns les autres, à s'instrumentaliser. Kafka détaille ce mode relationnel à diverses reprises dans le château. Se servir de l'autre, de par la connaissance de son désir, est au cœur de tout dispositif sexuel pervers. Le désir de Joseph K. pour des femmes est explicite. Il se rendait une fois par semaine chez une jeune fille du nom d'Elsa, qui était serveuse toute la nuit dans un café et ne recevait le jour ses visites que dans son lit. Mais on n'en saura pas davantage. Elsa n'apparaît jamais directement dans le roman. La conjonction sexuelle est hors action, si on peut dire. Ou bien, quand elle s'accomplit, elle est l'objet d'une scotomisation. C'est à dessein que je recours à ce terme, c'est bien hors champ du regard que la sexualité doit être maintenue, en même temps que hors les mots. Hors les mots, je cite par exemple une phrase du château.
clame au sujet d'une des héroïnes, je ne me souviens plus laquelle, clame ne l'eût pas, disons, aimé, ce sont des choses auxquelles il vaut mieux ne pas toucher avec des mots. Alors, je cite beaucoup, mais à chaque affirmation, je peux associer 5, 6, 8, 10 citations qui vont toutes dans le même sens. Ceci pour montrer qu'il ne s'agit pas il me semble, d'interprétation hasardeuse, trop acrobatique, mais que vraiment, on trouve ça dans le texte tout le temps, si on le cherche. Mais bien sûr, je ne vais pas à chaque fois vous citer 25 exemples de ce que je veux démontrer, ou montrer. Ce procédé de lecture impose une relecture du passage concerné pour la détecter et atténuer l'impression d'étrangeté que cette écriture soustractive entraîne. Ainsi, avec Lénie. K la saisit par la taille pour la retenir, mais il fut entraîné dans sa chute. Maintenant, dit-elle, tu m'appartiens. Voici la clé de la maison, viens quand tu veux, lui souffla-t-elle pour finir. Pour finir. Entre l'enlacement et la redemande, le coït, mais gommé, escamoté. Ce raccourci produit un effet d'accélération temporelle pour le lecteur. Kafka dispose d'un autre procédé, inverse du précédent, mais qui aboutit au même résultat. Certaines scènes sexuelles se déroulent en public, dans l'indifférence générale, ce qui les irréalise, de même que l'accouplement s'effectue sans sensualité érotique, ce qui a aussi un effet d'accélération, car le lecteur passe sur la scène qui devrait l'arrêter. On en trouve de nombreux exemples dans le procès et dans le château. Seules donc les femmes expriment des désirs sexuels, les leurs propres ou ceux dont elles sont l'objet, par la parole ou bien en allant au contact du corps de l'homme. Lénie à K. Il faudra que tu restes avec moi cette nuit. Il y a si longtemps que tu n'es plus venu me voir. L'amour de K pour Lénie et son désir d'elle lui reviennent seulement en écho aux paroles ou à la conduite de la jeune femme. Je cite brièvement un dialogue. Lénie, je ne veux pas d'autre remerciement que savoir que tu m'aimes. Que je t'aime, pense K, le premier moment. Ce ne fut qu'ensuite qu'il se dit « Ah oui, je l'aime ». Il l'aime par inadvertance, distraitement, comme étranger à ses propres affects. Est-il une exception, ou bien représente-t-il tous les hommes, sujets de désir? La réponse, selon moi, se trouve à la fin du procès, dans le dialogue dans la cathédrale avec l'abbé. Car nous sommes tous des hommes ici, l'un comme l'autre. C'est juste, répondit l'abbé, mais c'est ainsi que parlent les coupables. Tous sont des hommes, tous sont donc des accusés en puissance, car tous sont beaux au sens où Lénie les trouve beaux, c'est-à-dire aimables et désirables. La dynamique amoureuse est constitutive de chacun et est à l'origine de la culpabilité masculine, les femmes n'apparaissant que comme le révélateur de cette problématique. La culpabilité n'est pas liée au fait qu'un désir soit interdit et transgressé, Régis Trédipien, mais à l'existence même d'un désir, voire d'un désir de désir. Se dessinent peu à peu les lignes de la puissance féminine, tentatrice, séductrice, dominatrice, destructrice. Mais cette puissance féminine, et il faut entendre maternelle, est aussi protectrice, secourable. Revenons au dialogue avec l'abbé qui sermonne Joseph K. Tu vas trop chercher l'aide des autres, et surtout celle des femmes, lui répondit l'abbé d'un air désapprobateur. Ne t'aperçois-tu pas qu'elles ne sont pas d'un vrai secours? Parfois, dit K, et même souvent, je pourrais te donner raison, mais pas toujours. Les femmes ont une grande puissance. Si j'arrivais à décider quelques femmes que je connais à se liguer en ma faveur, je finirais bien par aboutir. Surtout avec cette justice où l'on ne trouve guère que des coureurs de jupons. Montre une femme au loin au juge d'instruction. Il renversera la table et celle de l'accusé pour pouvoir arriver à temps. Le sexe étant de l'ordre d'un besoin à satisfaire d'urgence dans un fonctionnement contraignant, nul ne résiste
au pouvoir excitant, attractif, érotique des femmes. Aucun homme, fut-il juge, investi d'aucun pouvoir dans la société, asservis qu'ils sont à l'exigence pulsionnelle. Les femmes, susceptibles d'exploiter cette dépendance au profit du héros, passent donc pour des alliés potentiels décisifs. Mais cet espoir est vain. Nul ne peut détourner à son profit leur pouvoir de séduction. C'est une des dimensions de l'échec de K, l'arpenteur du château. Olga, Amalia, Frida, Gardena, l'hôtesse, Pépi, chacune à sa manière, ce sont les titres de chapitre, chacune à sa manière entérine la déroute de K. Leur compréhension, leur disponibilité, leur intelligence, leur candeur parfois, leur tendresse, leur amour, qui les rendent si humaines et si attachantes, n'empêchent pas leur éloignement, leur perte, et laissent K à sa solitude et à sa faiblesse. Aussi peut-on considérer que pour Kafka, la séduction est un piège. Dans le château, K est séduit par Frida. Je cite. Il tombe dès le premier soir dans le piège le plus grossier. Ce piège, c'est celui que tend cette femme, devenue une grande beauté, une beauté même presque trop belle, oui, une femme presque trop puissante. En 1922, dans le journal, juste après un passage sur lequel on reviendra à la fin, si on a le temps, on trouve ceci. Jeune garçon, j'étais aussi innocent, aussi peu intéressé par les questions sexuelles, et je le serais resté très longtemps si l'on ne m'avait poussé à m'en occuper, que je le suis aujourd'hui, disons, de la théorie de la relativité. Seuls les détails insignifiants attiraient mon attention. Le fait par exemple que les femmes de la rue, qui me semblaient les plus belles et les mieux habillées, dussent précisément être mauvaises. S'en tient à ça. Propos allusif à un épisode de séduction réelle. Je serais resté très longtemps si l'on ne m'avait poussé à m'en occuper. Ces propos resteront obscurs. Mais l'idée de la séduction traumatique ou mutative est présente depuis longtemps. Séduction entraînant des effets de rupture dans le destin individuel, mais aussi dans la pensée. Voici le tout début du soutier. Le tout début, c'est la première phrase. Lorsque, à 16 ans, le jeune Karl Rossmann, que ses pauvres parents envoyaient en exil parce qu'une bonne l'avait séduit et rendu père, entra dans le port de New York sur le bateau déjà plus lent, la statue de la liberté, qu'il observait depuis longtemps, lui apparut dans un sursaut de lumière. On eût dit que le bras qui brandissait l'épée s'était levé à l'instant même, et l'air libre circulait autour de ce grand corps. Victime de la petite séductrice, pourquoi est-ce que j'ai mis petite? Je me dis qu'elle est petite, cette bonne, admettons. Je crois même qu'elle est nettement plus âgée dans les questions plus tard. Victime de la séductrice, le voilà aussitôt dominé par une imago maternelle géante qui semble détenir la foudre. Il y a la foudre dans la scène. Elle brandit l'épée, et non pas le flambeau, comme la véritable statue de la liberté. Elle brandit l'épée vers lui. Chez Kafka, derrière chaque personnage féminin, qui reste à l'échelle humaine, se profile la tour maternelle, pourvue des attributs de la puissance. Le château lui-même en est peut-être une des représentations. Il écrit dans une lettre à Milena, dans un contexte qui y mène, au bout du compte, c'est la femme qui juge. On connaît l'allégorie de la justice, la femme au glaive et à la balance. Être séduit expose donc à devenir le jouet de la séductrice, pas seulement dans la dimension érotique, sur le mode de la passivité et de la soumission, mais en perdant toute capacité de penser ou de gouverner sa vie. C'est d'ailleurs toute l'histoire du Karl Grossmann, de l'oublier, qui est sans arrêt victime des autres, des événements, qui n'y peut rien, et qui perd itérativement sa place pour finir par n'en avoir aucune. Et c'est un garçon, enfin ça c'est l'écriture de Kafka, dont on ne sait jamais ce qu'il pense de ce qui lui arrive. Il ne pense rien. Alors,
Ce trouble de la pensée, le lecteur de Kafka peut l'éprouver, à minima, sous l'espèce de l'incompréhension face au chaos logique que lui propose le récit. Chaos logique, l'expression de Kafka lui-même. Le chapitre 5 du château, dans le chapitre 5 du château, on trouve aussi, et ça décrit bien ce qui s'y passe, la question est extrêmement confuse et insoluble. Alors face à ces textes, on peut avoir une réaction défensive par le rire. Et c'est vrai que Kafka est pour beaucoup un auteur comique. Alors il y a incontestablement des scènes littéralement burlesques. Mais comique, c'est discutable, parce que le burlesque vient toujours chez lui tenter d'atténuer l'angoisse du non-sens. Et son rire est un rire tendu, amer. Toutefois, il faut rappeler que son humour au quotidien était beaucoup plus souriant. Mais dans ses écrits, nullement. Alors une représentation revient très souvent, une image revient très souvent dans ses écrits, celle de l'homme ligoté. Il était revenu ligoté de Berlin. Une image qui est à déchiffrer à deux niveaux. Le premier niveau reste libidinalisé, sexualisé, et correspond à une relation objectale maintenue, différenciatrice. Le second niveau est celui d'une aliénation, une perte d'autonomie, avec menace de perte d'identité, de morcellement, de dépersonnalisation. On est clairement dans un registre psychotique qui peut se décrire en termes de pétrification et de cadavérisation. Une solution est l'entravement, solution perverse. La puissance féminine peut mettre en pièces. À cette violence, seule peut être opposée défensivement une violence figurable comme attaque destructrice. C'est ce que Franz hurle littéralement à l'oreille de Félix. Je vais t'infliger les pires tourments. Je serai strictement invivable. Il écrira plus tard, j'ai fait le malheur de mes deux fiancées. La première, c'était Félix. Je me suis acharné près de 5 ans sur elle, ou sur moi, si vous préférez. Heureusement, elle était incassable, une combinaison prusso-juive, un alliage robuste et triomphal. La statue de la liberté, hein. C'est une statue de la liberté en bronze, cette fois. Déjà, la cuisinière de son enfance était solide, énergique, supérieure, toute puissante. Et donc, Kahn ne se perçoit que comme destructeur de la femme qu'il désire. La beauté de Frida du château, si follement belle, ne peut que disparaître. Je cite, « L'éclat de cette séduction avait jeté K dans ses bras, et maintenant elle s'y fanait. » Mais Franz ne peut tenir cette position et est contraint d'opérer un retournement. On connaît son acharnement contre lui-même, son masochisme moral, avec ses incessants autoreproches d'insincérité, ses auto-humiliations, son mépris de sa propre personne, son sentiment d'indignité, sa détermination ascétique visant à dominer tous les mouvements pulsionnels, chasteté, anorexie, retrait relationnel. Un exemple. À foison. Je redoutais, il écrit ça dans son journal en 1911, je redoutais les miroirs qui me renvoyaient une laideur à mon sens inévitable. De même que je craignais la moindre démarche dans le présent, de même tenais-je pour indigne, eu égard à mes manières méprisables et puériles, de juger avec un sentiment grave de ma responsabilité le grand avenir viril, qui m'apparaissait du reste impossible la plupart du temps, à tel point que la moindre progression me semblait être un faux, etc. Quant à son anorexie, il semble qu'on ait souvent sous-estimé la gravité de sa conduite anorexique. Elle est pourtant attestée à de nombreuses reprises par Max Brod et par lui-même dans certaines lettres à Milena. Et il avait certainement une maigreur constitutionnelle, mais il l'a considérablement aggravée
et le cours de sa maladie tuberculeuse a pu en être accéléré. La dimension autodestructrice est ici patente. Et il faut rappeler que Grégor Samsa, l'insecte, enfin celui qui devient insecte dans la métamorphose, meurt de faim. Alors elles abondent, les descriptions décrivant en termes indiscutables le retournement sadomasochique. Ainsi, le célibataire n'a de dents que pour sa propre chair et de chair que pour ses propres dents. Dans le journal. La colonie pénitentiaire, texte sur lequel il reviendrait de s'attarder, est une pure histoire de jouissance masochique extrême, mortifère, létale. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais en extrême résumé, un officier exécute sur lui-même une sentence plus morale que pénale, soit juste, telle est la sentence. Habituellement, c'est une machine, dans cette colonie pénitentiaire, qui, avec des aiguilles d'acier, grave dans l'épaisseur de la peau du condamné le texte de la sentence. Ici, la machine, modifiée par l'officier, grave les mots, puis poursuit et déchiquette le corps de l'officier, tout en se démantibulant elle-même. Or, Kafka l'a souvent précisé, écrire est une forme de vivisection, une manière de fourbir et brandir des armes qui se retournent contre lui. Les mots blessent et se retournent contre leur auteur. Je suis de plus en plus timoré dans mes notes, confie-t-il à son journal le 12 juin 23, soit un an avant sa mort. Cela est compréhensible, chaque mot se transforme en lance contre celui qui parle. Il écrit aussi « Quand je m'apprête à écrire quelque chose, comme ce qui va venir, les épées dont les pointes m'encerclent se rapprochent lentement de mon corps et c'est le plus parfait des supplices, etc. » Offrant une possibilité d'enrayer cette exacerbation masochique, un autre renversement est possible, sous la forme d'une représentation et d'une scénarisation, une dramatisation au sens premier, de la femme réduite à l'impuissance. Elle apparaît alors soumise, entravée, possédée. Voilà un motif essentiel à l'assignation faite aux femmes de se cantonner aux emplois subalternes, comme à toutes les tâches où elles n'ont qu'à s'exécuter. Leur dangerosité est alors contenue, neutralisée, mais, immense bénéfice, leur pouvoir érotique est maintenu et même renforcé. Et il est très intéressant de relever l'extrême fréquence de notations de détails portant sur la posture de soumission, la tête penchée, le cou dégagé, très souvent associé à la présence d'un accessoire ou d'un vêtement qui rappelle le lien, l'entrave, la ligature. Collier, l'échancrure du vêtement, simple éclairage parfois. On connaît par ailleurs la description par Lacan de l'effet érotique de ce qu'il appelait les effets de bord. Alors, un exemple, il s'agit de Frida du château. Elle lissait en jouant la petite blouse crème décolletée qui était posée sur sa personne comme un objet sans aucun rapport avec son corps. Autre exemple, Pépi. Pépi s'était mise autour du cou une chaînette qui descendait dans la profonde échancrure de sa blouse. C'est une constante, ce genre de notation. Voici encore le portrait de Pépi, à un autre endroit. Petite, rouge, éclatante de santé, son abondante chevelure d'un blond roux, sa robe d'un gris brillant, resserrée dans le bas à l'aide d'un ruban de soie. On note là la rarissime présence de la couleur, chez Kafka dont l'univers est en noir et blanc. Et c'est le rouge du féminin érotique qui éclate. Voir par exemple ce qu'il appelle l'ombre chaude dans le rouge tendre de la bouche de Madame Klug en train de chanter. Dans le journal, le 11 novembre 1911, on trouve cette note. Il s'agit de filles sanglées dans leur tablier de travail qu'il a vu dans la rue.
ou à l'atelier. Impression sensuelle que cela me procure, et que j'ai du reste toujours éprouvé inconsciemment en présence d'enfants au maillot qui sont serrés dans leur lange et dans leur lit et ficelés avec des liens exactement comme pour l'assouvissement d'une volupté. On ne saurait mieux décrire l'enfant saisi, ficelé par le désir maternel. Il estime dans le journal en 1912 qu'il connaissait une sexualité déjà maladive, c'est son terme, quand il rapporte une pourtant banale rêverie d'adolescent. Je serai un jour un homme riche, je ferai mon entrée dans la ville juive avec un attelage de 4 chevaux. Je libérerai par un acte d'autorité une belle jeune fille injustement maltraitée et je l'enlèverai dans ma voiture. C'est bien le bourreau du fantasme inconscient qui se transforme en libérateur. Associant étroitement séduction et destruction sur le mode de la dévoration, on pense au mythique épisode d'Ulysse rasant l'île aux sirènes. Cet épisode, Kafka l'a repris à sa manière dans un texte qui s'appelle « Le silence des sirènes ». Il le reprend en brouillant les cartes, en nous tirant le tapis de dessous les pieds. D'ailleurs, plus on essaie d'expliquer ce passage, plus on s'y perd. Parce que selon lui, Ulysse, pour se préserver des sirènes, qui dans l'Odyssée balancent mollement leurs merveilleuses chevelures, étendues près des restes de leurs victimes, Ulysse donc s'enchaîne au mât et se bouche les oreilles avec de la cire. Dans l'Odyssée, ce sont ces hommes qui ont les oreilles bouchées, pas lui. Il se bouche donc les oreilles avec de la cire, ce qui est inutile, car la voix des sirènes perçait tout, et la passion des hommes séduits eût fait éclater des choses plus solides que les chaînes et le mât. Mais Ulysse croit à son stratagème. Donc, pour jouir du divin chant, il s'arrange pour ne pas l'entendre. Premier illogisme. Kafka ajoute « Or, les sirènes possèdent une arme plus terrible encore que leur chant, et c'est leur silence. Il est peut-être concevable, quoique cela ne soit pas arrivé, que quelqu'un ait pu échapper à leur chant, à la séduction, mais sûrement pas à leur silence. » Deuxième apparent illogisme, veut dire échapper au silence. Et donc, dans son récit à lui, les sirènes se taisent. Mais Ulysse, si l'on peut s'exprimer ainsi, je le cite toujours là, n'entendit pas leur silence. Il crut qu'elles chantaient, et que lui seul était préservé de les entendre. Et c'est précisément lorsqu'il fut le plus près d'elles qu'il ignora leur existence. Mais elles, plus belles que jamais, s'étirèrent, tournèrent sur elles-mêmes, laissèrent leurs terrifiantes chevelures flotter librement au vent, ce vent qui soufflait autour de la statue de la liberté. Et leurs griffes se détendirent sur le roc. Elles ne voulaient plus séduire, elles ne voulaient plus que retenir le plus longtemps possible au vol le reflet des grands yeux d'Ulysse. Ulysse échappe donc, mais on ne trouve plus trace, ni de chant séducteur, ni de résistance, ni de stratagème simple et efficace. L'humour présent ici, qui est à Kafka ce que la ruse est à Ulysse, est au service d'une complète volatilisation du récit mythologique qui met en histoire son fantasme le plus angoissant. Pour compliquer encore, Kafka apporte ce qu'il appelle un complément, où il dit que Ulysse est si rusé qu'il est possible qu'il ait réellement remarqué que les sirènes se taisaient et qu'il n'ait usé de la feinte décrite ci-dessus que pour leur opposer à elle et aux dieux une espèce de bouclier. Troisième illogisme. Se privant d'entendre, il entend qu'il n'y a rien à entendre. Retenons que les séductrices sont séduites à leur tour et par le reflet du regard, le reflet des grands yeux d'Ulysse, et que le silence est plus redoutable que le chant trompeur. Enfin que c'est le bouclier qui symbolise la mesure salvatrice. Chevelure terrifiante, effet en miroir, effet de regard, bouclier, Persée et Méduse s'annoncent. Le mythe de Prométhée a aussi retenu l'attention de Kafka. Il en donne plusieurs variantes de son invention quant au devenir de Prométhée enchaîné, toujours l'homme ligoté. Dans un des cas, Prométhée se confond avec le lien qui l'entrave et devient chaîne.
métamorphose. Dans un autre, il se fond dans le roc qui le supporte, processus de pétrification également présent quand Kafka écrit dans son journal 1910 « Je suis de pierre, je suis comme ma propre pierre tombale ». Échapper à l'emprise maternelle, au pouvoir de séduction donc, piégeant, tel est l'enjeu constant pour Kafka, qui n'est pas dupe. Sa mère n'est pas le monstre qu'il combat sans cesse. On retient pour preuve un argument. Ce qu'il écrit dans Le Château. K savait bien qu'on ne le menaçait pas d'une contrainte effective et concrète. Ce n'était pas ce qu'il craignait. Mais il craignait la puissance d'un entourage décourageant, l'habitude des déceptions, la violence des influences impondérables qui s'exerçaient à tout instant. Un entourage décourageant, l'habitude des déceptions. C'est le silence. Voilà ce qui lui fait peur. C'est avec ce péril qu'il devait tenter le combat. On sait l'importance du regard dans la relation d'emprise, trace d'une séduction intense et omnipotente de la part de la mère à l'égard de son enfant, assignant à celui-ci une passivité totale face à son désir. Voir le travail de Roger Doré sur la pulsion d'emprise. Mais on ne dispose d'aucune information en faveur d'une relation d'emprise observable, ou plutôt observée, entre Franz et sa mère. Arbitrairement, isolons un passage du château au sujet du regard. K ne se sentait un peu gêné que par le regard d'Amalia. Un regard grave, direct, imprévisible. Peut-être un peu éteint aussi. Plus loin, au sujet de Frida. Une petite blonde insignifiante, aux yeux tristes et aux joues maigres, mais dont le regard surprenait par une espèce de supériorité. Quand ce regard tomba sur K, il lui semblait que ses yeux avaient déjà réglé certaines choses qui le concernaient, qu'il ignorait encore lui-même, mais dont il lui imposait la conviction qu'elles existaient. Ce regard triste, un peu éteint, n'est-il pas, outre celui de la femme déprimée, celui qui éteint, qui tue, celui de Méduse? Le nom de la Gorgone vient bien sous la plume de Kafka, dans une lettre à Milena Jesenska, que beaucoup ont reconnu dans le personnage de Frida. Mais Frida est aussi en allemand l'équivalent de Phyllis en latin. Milena, qui l'appelle dans une lettre aussi maman et bébé. Après s'être comparé à un moineau effrayé face à une puissance secrète, il explique à sa correspondante que les lettres qu'il reçoit d'elle sont de deux sortes. Celles qui le rendent heureux, ce sont les lettres paisibles, et celles qui lui font peur, qui augmentent son angoisse. Je le cite. « Il faut que dans ces lettres-là, tu aies la tête grandiose de Méduse, tant les serpents de l'horreur se convulsent autour, comme autour de la mienne, d'ailleurs plus frénétiquement encore se convulsent ceux de la peur. Voyons mon bébé, oui c'est bien moi qui parle ainsi à Méduse. » Milena va lui reprocher ce mon bébé, mais elle ne reprochera pas d'être Méduse. Il accuse le coup, déconcerté, puis se calme. Il écrit, après qu'elle lui ait répondu. J'ai eu besoin d'un petit moment avant de poursuivre ma lecture de ta lettre, de comprendre, de m'apaiser, de pouvoir enfin respirer et mettre, si tu étais là, je ne l'entends pas seulement de ta présence physique, mon visage sur ton sein. C'est incontestablement ce que Franz a trouvé dans la relation avec Milena. Cette possible tendresse, doublée d'une extrême attention envers lui et d'un respect de son mode de penser et d'écrire. N'oublions pas qu'elle était déjà à ce moment la traductrice de ses œuvres en tchèque et qu'elle participait activement au dialogue épistolaire, 1921-1922. Il était très content des traductions, très satisfait des traductions tchèques. On sait l'interprétation freudienne du personnage de Méduse. Elle représente la menace de castration, la castration réalisée et le fantasme défensif de l'attribution phallique qui désavoue la castration maternelle.
L'angoisse de castration est déterminante quant à l'instauration de la peur du féminin et des organes génitaux, quant à leur dévalorisation qui peut se dire dans le vocabulaire de l'analité et aller vers une forme de fécalisation. Il est remarquable de constater que Kafka, lorsqu'il est amené à évoquer les relations sexuelles, évite tous les termes spécifiques ou directement évocateurs de la génitalité. Rappelez-vous, il faut garder ces choses hors les mots. Et même lorsqu'exceptionnellement il livre une confidence à ce sujet, il demeure allusif et s'en tient à des remarques dévalorisantes. Dans une lettre à Milena, il rapporte une aventure avec une jeune fille avec qui il s'est rendu dans un hôtel. Tout cela avait eu quelque chose d'irritant, d'excitant et d'abominable. Mon soulagement consistait surtout dans le fait que ce n'eût pas été encore pire, plus abominable, plus sale. Car, je cite encore, cette fille aimable et bon enfant avait fait à l'hôtel, en toute innocence d'ailleurs, une petite abomination qui ne vaut pas d'être détaillée. Avait dit une petite saleté qui ne le mérite pas davantage, mais dont le souvenir lui reste. J'avais su dès le début que ce souvenir ne s'effacerait jamais. J'avais su, ou bien cru savoir, que cette horreur et cette saleté faisaient partie intégrante du tout, pas nécessairement sur le plan matériel, mais extrêmement nécessaire sur le plan moral, et que c'était précisément cette saleté et cette horreur qui m'avaient attiré avec une si folle violence dans cet hôtel que j'eusse évité de toutes mes forces en temps normal. Toujours d'irrépressible attraction. Et il insiste. Comme il en alla cette fois-là, avec cette jeune fille, il en fut toujours par la suite. Mon corps, qui se taisait souvent plusieurs années, était secoué ensuite, insupportablement, de ce désir lancinant d'une petite abomination, d'une petite horreur extrêmement précise, d'une petite chose un peu gênante, sale, répugnante. Jusque dans le meilleur du plaisir, il en restait un souvenir, je ne sais quelle mauvaise odeur, un peu de soufre, un peu d'enfer. Et il conclut, je n'ai pas vu d'autres exemples, dans la lettre à Milena, il conclut en disant l'importance de cette lettre. D'autres sujets sont aussi abordés. Ainsi, dans le château avec Frida, K roule sous le comptoir, mais comme il roulait avec Lenny dans le procès, dans une sorte de pâmoison, mais c'est dans les flaques de bière qu'il roule, et avec l'impression qu'il se perdait. Avilissement et perdition sont la rançon du plaisir. Milena n'est pas sans rappeler Phyllis. Elle n'est pas une femme ordinaire, et déjà adolescente faisait preuve d'une indépendance d'esprit et de conduite, souvent considérée comme scandaleuse, qui lui ont valu bien des déboires. Elle était internée dans le service de psychiatrie par son père. On a parlé à son sujet de consommation, de cocaïne, d'homosexualité, de diverses choses. La suite de sa vie, comme femme de lettres et comme militante politique, a confirmé qu'il s'agissait d'une personnalité de fort calibre. Ainsi, exclue du Parti communiste tchèque pour avoir critiqué les procès de Moscou, que peu de personnes ont pensé et osé faire, elle sera une résistante active sous l'occupation allemande, ce qui lui vaudra la déportation à Ravensbrück, où elle mourra malade quelques jours avant la libération du camp, en s'étant montrée jusqu'au bout du plus grand soutien pour ses camarades. Kafka trouve en cette femme une compréhension comme jamais. Et il y a quelque chose de pathétique dans ses lettres, tant il s'efforce de compliquer les conditions d'une rencontre au point de la rendre impossible. Ils ne se verront que pendant 4 jours. Et tant il lui faut détruire ce lien qu'il a noué avec elle et qu'il l'a un temps rendu heureux, ce qui lui est intolérable. Je trouve auprès de toi la plus grande... Je trouve auprès de toi la plus grande inquiétude en même temps que la plus grande paix et la suprême liberté en même temps que la suprême contrainte. Milena, telle est ta puissance. Étonnante répétition de l'attitude adoptée face à Félix près de 10 ans plus tôt. Dans une sorte de variante adulte du jeu de la bobine. Il s'approche, s'éloigne, la maîtrise totalement. Comme il a écrit le procès
après la rupture des secondes fiançailles avec Félix, il rédige le château peu après la rupture avec Milena. Il préserve ainsi un investissement en rompant un lien avec celle avec qui il se réjouissait d'entretenir un dialogue auquel tu apportais, dit-il, j'apportais toute la sincérité et la gravité d'un enfant, et toi toute la puissance d'accueil et la gravité d'une mère. Toutefois, il a donc fallu encore renoncer, remettre Milena à distance et de nouveau s'engluer dans le retournement masochique. L'amour, lui écrit-il, c'est que tu es le couteau que je retourne dans ma plaie. Ou encore, oui, la torture m'est de grande importance, je ne m'occupe pas d'autre chose que de la subir ou de l'infliger. Et il s'impose une fois de plus de se taire. La raison essentielle, écrit-il, la grande raison, c'est cette voix irrésistible, la voix irrésistible. C'est ta voix, oui, littéralement, qui me donne l'ordre de me taire. Car j'appartiens au profond silence, c'est le climat qui me convient. Quel est ce silence premier auquel faire retour, ce silence matriciel? Paradoxe absolu, ce parleur qu'est l'écrivain, construisant son moi avec son unité et ses limites, pour rétablir le lien à l'objet primaire perdu, se doit d'appartenir au silence. À Milena, il écrit « Nous n'avons donc plus rien de commun, sauf un désir que nous semblons bien éprouver tous les deux de toutes nos forces, désir sexuel non nommé. Et en commun aussi, naturellement, ce souhait de mourir, ce désir partagé de mort commode. Mourir près d'elle, dit-il, ensemble. » Car il envisage de fusionner avec son objet d'amour dans la tombe. Alors pourquoi cette insistance sur ce silence de mort qui est à l'arrière-plan de cette figure de femme excitante, captatrice, irrésistible? Alors on peut chercher du côté de la mère, de Kafka, la mère réelle. Bon, avec la plus extrême prudence, faut-il chercher chez elle le modèle des femmes de sa vie et de ses livres? Entre ce qu'on sait d'elle et certains propos indirects de son fils, on peut avancer quelques hypothèses. Elle n'était sûrement pas une marâtre ou un tyran, mais probablement une femme dont la réserve et la discrétion recouvraient une tristesse profonde et vraisemblablement une dépression. Elle a été décrite par diverses personnes dépressives. Elle a perdu sa mère tôt du typhus, puis sa grand-mère maternelle qui, à la suite de ce décès, s'était suicidée par noyade. Kafka le raconte dans son journal, l'évoque. Après la naissance de Franz, elle a mis au monde deux garçons. L'un en septembre 85, Georg, comme le Georg du verdict, qui meurt d'une rougeole à 1 an et demi. Et puis en septembre 87, naît Heinrich, qui meurt d'une otite à 6 mois, alors que Franz a 4 ans. 2 petits frères meurent. 3 petites sœurs naissent ensuite, 6, 7 et 9 ans après lui, qui seront ses plus proches camarades de jeu en même temps que ses persécutrices, respectant peu son précoce besoin de solitude et de calme. Sa mère, répétitivement endeuillée, confrontée à des pertes répétées, sûrement irréprochable, veille sur lui, mais sans le comprendre. Le silence, je crois, est celui de cette incompréhension. Dans sa très brève esquisse d'une autobiographie, qui fait quelques pages, Kafka donne ce qu'il appelle un exemple de l'oppression maternelle. Elle lui faisait enfant interrompre sa lecture pour préserver son sommeil et sa vue. Plus tard, selon des témoins, elle souhaitait que son activité d'écrivain demeurât mesurée et dans les limites d'une vie culturelle normale et de bonne aloi. On ne reconnaissait pas ma particularité, affirme-t-il souvent. Cette particularité, c'est celle de l'intensité de sa souffrance et de l'impérieuse nécessité d'écrire. Cette plainte revient très souvent dans le journal. Le sentiment d'incompréhension, qui le contraint à une proximité silencieuse avec sa mère. Je vis dans ma famille
parmi les êtres les meilleurs et les plus aimants, plus étranger qu'un étranger. À ma mère, je n'ai pas dit une moyenne de 20 paroles par jour ces dernières années. Avec mon père, il ne m'est guère arrivé d'échanger que des bonjours. La raison en est simple, c'est que je n'ai pas la moindre chose à leur dire. Parfois, indique-t-il, il parvient à jouer aux cartes avec sa mère, dont il n'a jamais pu s'éloigner, il ne s'est jamais éloigné de Prague, sauf en de très rares occasions, et plutôt pour des séjours en sanatorium. C'est auprès d'Otla, sa plus jeune sœur, qu'il pourra vivre, vers 36 ans, un temps heureux à la campagne pendant quelques mois. On l'a dit, les femmes de ces romans sont aussi marquées, mais très subtilement, des signes d'une brisure secrète, dans leur regard, leurs gestes, leur lassitude, leur résignation. Leur puissance se double d'une vulnérabilité. Leur beauté n'est pas une qualité intrinsèque, elle n'est que l'effet du désir masculin. L'autre n'est jamais que notre création, semble-t-il penser. Ainsi, c'est Clam qui a rendu Frida belle. Si Lénie trouve les hommes beaux, c'est que Lénie trouve les hommes beaux qui leur confèrent cette beauté. La beauté des femmes est tout autant une création des hommes. Autant dire qu'elle est illusion, et l'on peut mesurer combien pour Kafka l'illusion l'emporte sur toute réalité. Son doute permanent irréalise le monde qui devient insaisissable, instable. Dans le château, il en vient à s'interroger. Les bureaux sont-ils les vrais bureaux? Le château est-il le vrai château? Clam est-il vraiment Clam? Le factice l'emporte. Et le père? Bien sûr, on a tout dit sur le terrible père de Franz Kafka. Vantard, grondeur. Bien sûr, il y a la terrible lettre au père, écrite à 30 ans. Mais Kafka lui-même se montre réservé quant à cette outrance haineuse. Il la juge inutile et pas fameuse. Et il ne lui enverra jamais, d'ailleurs. Et cette lettre est pour lui de même nature que toutes les autres, c'est-à-dire participant de son nécessaire rapport torturé à autrui. Manière de définir son propre pouvoir et les limites de celui-ci. Écrire est son unique mode de traitement de son angoisse. Et ce faisant, il invente un monde sans autre consistance que celle de son monde interne, auquel il tente en vain d'échapper. Ces lettres, dit-il, ne sont que tourments. Elles viennent d'un tourment incurable. Elles ne peuvent produire qu'incurable tourment. Dit encore, la grande facilité d'écrire des lettres doit avoir introduit dans le monde une terrible dislocation des âmes. C'est un commerce avec des fantômes, non seulement avec celui du destinataire, mais encore avec le sien propre. Comment a pu naître l'idée que des lettres donneraient aux hommes le moyen de communiquer? Non déplaise à Alexandre Vialat, il y a bien du désespoir chez Kafka quant à la possibilité d'un rapport à l'autre, et d'autant qu'il ne peut se contenter d'incriminer ses parents dans cette perspective. On a d'ailleurs retrouvé en 86, chez un bouquiniste, des lettres tardives de Kafka à ses parents, où il s'y montre aimant et plein de gratitude. Revenons au complexe paternel. Marthe Robert, qui a été une des grandes traductrices de Kafka aussi, et qui a beaucoup écrit sur lui, se contente manifestement d'une lecture édipienne, selon l'article de Freud sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse. Elle explique l'impuissance psychique de Kafka par l'effet du tabou de l'inceste. Le désir détourné de son véritable objet se fixe alors sur les femmes exclues de ce cercle d'images passionnées, les idoles sacrées, c'est-à-dire sur celles que leur basse condition sociale ou leur mauvaise réputation conduisent à dévaloriser. Et elle clôt toute réflexion en affirmant « Vu sous l'angle de la théorie analytique, le cas de Kafka est si classique qu'on en ferait aisément un exemple de manuel. » Son livre est un livre bien connu qui s'appelle Seul, comme Franz Kafka, qui est un excellent livre, pareil. Et là, elle ne peut pas dépasser cette approche
édipienne d'un classicisme stérilisant. Elle s'en tient au complexe paternel, ce qui lui permet de développer son idée centrale. La culpabilité de Kafka est liée à son propre rapport au judaïsme, voire son rapport avec son père. Question que, demeurant, elle traite de manière fort intéressante. Mais elle ne passe pas totalement à côté du sujet, en évoquant le morcellement de Kafka, sa forte tendance à la dépersonnalisation. Et dans une note de bas de page concernant les lettres à Ellie Hermann, Ellie c'est une des sœurs de Kafka qui a épousé Hermann, lettre où Franz s'en prend aux attitudes éducatives de sa sœur, et où Martrebert estime qu'il s'agit, dont elle estime qu'il s'agit d'un terrible réquisitoire de Kafka contre sa propre mère juive et contre l'esprit mesquin, sale, tiède, papillotant, elle le cite, qui selon lui l'a irrémédiablement mutilé. C'est d'autant plus remarquable, ajoute-t-elle, dans cette note, que le personnage de la mère joue dans son œuvre un rôle apparemment très effacé, sans comparaison en tout cas avec celui qui tient le Père Tout-Puissant. Je crois qu'on ne peut pas maintenir que le rôle de la mère est effacé. L'œuvre de Kafka est saturée de personnages féminins à valence maternelle. Alors, elle dit c'est apparemment. Alors, ça fait place à une toute autre lecture, donc, qu'elle ne fait pas. Et une autre lecture qui fait considérer l'inflation de l'imago paternel comme nécessaire pour pouvoir l'interposer et tenter de neutraliser l'imago maternelle menaçante. Moi, je le comprends comme ça, quand il se détourne dans les autres. Alors, d'autres auteurs, Deleuze et Guattari, ont dénoncé ces auteurs qui s'aveuglent, c'est bien le mot, en rabattant les oreilles d'un discours conforme et timoré. Ceci dans un chapitre de leur livre qui s'appelle Kafka pour une littérature mineure, qui date de 1975, chapitre intitulé Un Édipe trop gros, et qui est tout à fait clair à ce sujet. Toutefois, Deleuze et Guattari ne s'intéressent pas à la psychopathologie, même pas à travers ce que nous livre Kafka, qui pourtant envoie chacun de nous à sa propre méconnaissance. D'ailleurs, on peut, mon sentiment, que le procès et le château peuvent être compris comme une manière de proclamer l'existence d'un insu pour tout sujet, un insu sur lui-même, mais auquel obstinément il refuse de renoncer. L'obstination des héros Kafka est une qualité remarquable. Mais cet insu auquel il refuse de renoncer doit demeurer inaccessible, et donc en apparence vide de tout contenu. Il y a quelque chose, mais quoi? Alors Deleuze et Guattari dégonflent la baudruche du complexe paternel qui obère toute investigation plus poussée. Mais pour autant, ils ne cherchent pas à dégager les lignes du complexe maternel, et le mot même de mère n'apparaît pas dans leur livre, hormis dans une phrase anodine. On peut parler ici d'un évitement. Ça va encore? Quand Kafka évolue sur le terrain édipien, c'est quand il va bien. Mais peut-être en effet à ce moment se banalise-t-il. En 1911-1912, sa découverte du théâtre populaire yiddish le bouleverse. Il se lie avec le comédien Isaac Levy, fréquentation que son père condamne, ces pauvres juifs de l'Est, ces pouilleux, qui couchent avec les chiens attrapent des puces, dit-il. Et Kafka tombe amoureux d'une des comédiennes, Madame Tchissik, qui appartient donc à la même petite troupe qu'il fréquente assidûment. Mais signifier qu'il aime cette mère de famille en la regardant sérieusement eût été vraiment scandaleux, dit-il. D'autant qu'il fréquente le couple Tchissik, qui paraît dans un de ses rêves. Dans ce rêve, Franz est dans un passage étroit avec elle, qui s'excusait d'on ne sait quelle faute, pendant que M. Tchissik joue avec ou fouette un chien. Suit d'ailleurs la description d'un fantasme sadique de fustigation, fouetter le sexe. Le conflit édipien est limpide, comme il l'est dans un rêve où Kafka est prêt à tuer le père qui dirait du mal de la mère. Ou bien dans le chapitre intitulé Hans dans le château, parce qu'il y a un petit Hans chez Kafka et qui mérite attention. C'est un chapitre où flamboie l'aptitude de Kafka à l'embrouillamini obsessionnelle, mais d'où il ressort que l'enfant
cherche avant tout à protéger et à épargner sa mère. Cette mère que je présume si absorbée, consommée par sa propre souffrance psychique, mais la protéger moins dans un climat de rivalité avec le père que dans l'angoisse de la perte de l'étayage narcissique et de l'effondrement. À Milena, il écrit « Je suis fatigué. Je ne sais et ne désire plus rien que de poser ma tête sur tes genoux et sentir ta main sur ma tête et rester là toute l'éternité. Je suis vraiment comme un enfant qui a fait quelque chose de très mal et qui se trouve maintenant devant sa mère et pleure et fait serment de ne jamais recommencer. Mais c'est dans cette situation que la peur va chercher ses forces. C'est dans cette situation que la peur va chercher ses forces. C'est donc que les retrouvailles avec l'objet maternel, par excitant, en fait, activent la pulsionalité. C'est sans issue. Et est alors logiquement envisagé de retrouver un objet maternel inerte. Il faut mourir ensemble dans une fusion sans fin. Le suicide de Kleist avec sa compagne fascinait Kafka. Alors une autre voie est empruntée, celle de l'interrogation religieuse et métaphysique. Elle conduit, à mon avis, à une nouvelle impasse. Alors, peut-être quelque chose dont on parlera après. De toute façon, c'est un peu difficile. La quête de Kafka est celle d'une mère qui réponde, une mère vivante. Ainsi s'achève, dans l'inachèvement, Le Château, écrit, rappelons-le, pas très longtemps avant de mourir, et après la rupture avec Milena. Gerstecker est un des personnages du château, et il emmène K chez lui, dans sa cabane, où se trouve sa mère à lui, Gerstecker. Voilà la dernière phrase du roman. Il y a eu ensuite d'autres versions, donc c'est une fin sans être une fin. Cette mère, elle parlait difficilement, on avait peine à la comprendre, mais ce qu'elle disait, point de suspension. Cette mère omniprésente, mais à la parole à peine audible, sibylline, on la retrouve dans L'idiot de Dostoïevski. Il existe une très remarquable parenté entre le prince Mychkine et Kafka. Ça serait une thèse à développer une autre fois. Notons seulement ici que Mychkine finit psychiquement détruit. Les organes de la pensée sont complètement altérés, écrit Dostoïevski. Donc, c'est ça que je voulais dire au début, c'est-à-dire que là, au-delà de la menace d'être confronté à une mère captatrice, aliénante, se profile une mère dépressive, une mère morte. Alors j'ai tenté de montrer comment la mère omnipotente du fantasme d'emprise est donc une construction défensive autour de laquelle se structure une conflictualité et un mode relationnel contre le vide aspirant de la dépression maternelle. À quoi répond chez Kafka la lèpre interne c'est son expression, de son propre noyau mélancolique, constitué par identification à l'objet haï car perdu. Objet haï car perdu et insaisissable. Le célibat sur lequel il a tant écrit et auquel il s'est tenu était destiné, écrit-il, à le protéger contre les pertes momentanément destructrices. Mais il n'y a pas de momentanément chez Kafka. Rien ne s'arrête jamais, toujours maintenu. Ce retrait relationnel, avec réduction des investissements objectaux, est bien une défense narcissique que vient compléter la tentative de retrouver par l'écriture un objet toujours fuyant, insaisissable. Mais identifier à cet objet perdu, identifié à son écriture, indistinct de sa propre écriture, indistinct de ses propres écrits, ça revient à dire que ces écrits ne peuvent pas être conservés pour lui-même. Ils doivent devenir également fuyants, insaisissables, perdus. Ils sont nuls et non avenus en termes d'échange et de communication. Il a fallu la vraie trahison d'un vrai ami, Max Brod, pour que tous ces textes, la plupart de ces textes nous parviennent. Sinon,
substantiellement indissociables de lui, ils étaient destinés à disparaître et à demeurer dans ce statut d'objet perdu. À ça de vendre. Donc je me suis tenu, comme vous avez pu voir, très très près du texte, manifeste, et on pourra opposer le texte lui-même. Mais d'une œuvre aussi troublante, et qui, comme toutes les œuvres de génie, par-delà leur extrême originalité, particularité, leur singularité, nous font toucher à des questions universelles, une œuvre aussi troublante, il nous faut penser quelque chose, au risque de la trahir. Lire Kafka nous impose de penser, c'est-à-dire d'établir des liens là où il manque. C'est à quoi je me suis essayé. Alexandre Vialat écrivait « Il ne faut pas tolérer la révolte des faits en face des exigences de leur architecture. » Espérons donc que ma construction résiste au moins un peu à vos critiques. Bien. Ça va être difficile de trouver une critique face à un exposé aussi pertinent et convaincant. Pour moi, qui partage souvent l'idée d'une imago maternelle dévorante, y compris chez Anne Frank, alors a fortiori chez Kafka. Et peut-être qu'un certain nombre, là, d'entre vous ont des questions sur cette architecture que nous a présentée Daniel Urvi. Tous les silences ne sont pas terrifiants. Ça va. Emmanuel Sabouret. Je ne me pose pas en spécialiste de l'œuvre de Kafka. La question que tu poses me fait penser à des tas de choses que qui m'ont un peu frappé, de ci, de là, qu'on voit commentées par tous les gens qui ont écrit sur Kafka. Parce que les publications là-dessus sont innombrables, j'en ai lu quelques-unes. Alors, je ne vais pas rivaliser avec les gens. Incontestablement, il y a des aspects fraternels qu'on retrouve dans ses écrits très directement des traits, ou plus que des traits de personnages de son environnement réel, c'est certain. Au fond, c'est banal. J'ai énormément d'écrivains. C'est plus ou moins repérable, facilement repérable, mais c'est toujours plus ou moins présent. Oui, les femmes de ces romans sont des sœurs, et des mères, et des putains, et des ceci, et des cela. On n'arrive jamais à cerner quelque chose, dire voilà, les femmes sont ceci. Dans aucun des aspects de son œuvre, on ne clôt finalement. On est toujours envoyé à une autre chose, à un ailleurs, à un lien. On est dans l'hypertexte. Quant au double, la question du double, alors, double masculin ou double féminin? Double masculin, il y en a ô combien. Par exemple, je crois que c'est l'écrit le plus ancien qu'on a de lui, c'est Description d'un combat. Alors il y a un héros, ça c'est avant la rencontre avec Félix. Il y a eu une mutation dans son style, dans son écriture, à partir de l'épisode. Je peux l'appeler comme ça, Félix. Donc il a écrit ça bien avant, quelques années avant, et c'est un héros aux prises avec des quantités incroyables de doubles. Partout où il va, des doubles de lui-même. Je l'ai regardé il y a quelques jours, ça commence avec une femme. C'est la petite bonne, sanglée dans sa petite robe, et très belle, et qui embrasse. On la retrouve quand même là. Mais ça le renvoie là, effectivement, à une espèce de dédoublement à l'infini et angoissant, sans recours. Il y a une question plus compliquée, mais je ne m'y suis pas trop attaché, c'est la question du double féminin. Le féminin chez Kafka, le double féminin. Ça, il faudrait travailler ça vraiment avec rigueur. Pas répondre oui, bien sûr, il y en a. C'est un sujet difficile, je trouve. Et quelque chose là-dessus quand même. Ouais. Oui, alors,
sur ce point, il me semble qu'il y a un livre absolument exceptionnel qu'a cité Damien tout à l'heure, Deleuze et Guattari, Kafka pour une littérature mineure, où ce qui est développé entre autres, c'est que une des solutions à un inceste mère-fils impossible, en particulier avec une mère morte murée dans le silence, c'est l'inceste schizo, comme ça s'appelle, frère-sœur, c'est-à-dire la rencontre d'un agencement conjugal d'une certaine manière, avec une possible rencontre avec un double, ce qui permet de créer l'union gémellaire, l'androgynie, la complémentarité des sexes et s'opposer à cette mère dévorante dans ce silence. Et cet inceste schizo frère-sœur, c'est ce qu'on retrouve chez Melville dans Pierre ou les ambiguïtés, ou chez Carax dans son dernier film. C'est une des solutions, entre guillemets, face à l'inceste mère-fils impossible dans cette dimension de mère morte, pas de mère séductrice incestueuse. Donc tout l'inceste schizo-frère-sœur est là dans ce bouquin, très très bien, enfin, moi qui me plaît énormément. Et en effet, quand on regarde les photos, Kafka et Otla se ressemblent étrangement, et avant de partir avec cette juive assidique avec qui il est mort, entre guillemets, il a quand même vécu les 8 derniers mois avec son autre sœur. Donc il y a une piste là en effet d'une possible solution dans la rencontre gémellaire avec une sœur. Il y a, j'ai trouvé, il y a bien un double féminin, je pense qu'on peut le dire, c'est Joséphine. Oui, la cantatrice. Joséphine la cantatrice ou Le peuple des souris, double titre. Joséphine la cantatrice, c'est à la fois la mère. On retrouve, on aurait pu faire un travail sur le chant et le silence, les sirènes, Joséphine, la voix. Parce que Joseph, c'est lui, bien sûr, Joseph K. Mais il le dit lui-même, il raconte qu'il va dans un hôtel et qu'il avait correspondu avec cet hôtel pour réserver sa chambre sous son nom, Franz Kafka. On avait fait des courriers tout à fait corrects, où il s'appelait Franz Kafka, mais que néanmoins, à la réception de l'hôtel, ils avaient inscrit Joseph. Il leur a fait la remarque plusieurs fois, et jamais ça n'a été corrigé. On a dit oui, mais il est toujours resté Joseph Kafka. Et il dit finalement, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Et c'est à moi de les éclairer, ou dois-je les éclairer ou dois-je me laisser éclairer par eux? Je suis Joseph. Et il écrit Joséphine en mars 1924. Il meurt en juin 1924. Alors on peut dire qu'il y a de l'humour, mais alors quel humour? J'ai écrit un traité sur le couinement. Il a une laryngite tuberculeuse, il ne peut plus parler, il peut à peine manger, il ne peut quasiment plus boire. Il s'exprime par écrit. Et il rédige ce texte extraordinaire sur le couinement de la cantatrice. Est-ce qu'elle chante? Est-ce qu'elle couine? Est-ce qu'elle a une voix? Est-ce qu'elle n'en a pas? Quels effets sur nous? On a interprété ce texte aussi, qui parle du peuple des souris, comme une réflexion sur le peuple juif. Ça a longtemps eu du succès, puis ça a été contesté, parce qu'il y a des choses contradictoires. On a aussi vu là une réflexion sur la position de l'artiste ou de l'écrivain dans la société, dans un temps difficile, pour le moins. On peut aussi lire ce texte en suivant la piste du double féminin certainement, mais aussi du rapport à la mère. Et on retrouve des choses tout à fait similaires à ce que j'ai cité à plusieurs reprises. Donc, est-ce que c'est un double féminin? Est-ce que c'est une identification maternelle? Lui qui est un parleur, un écrivain, mais qui en même temps appartient au silence. Certainement, il y a quelque chose comme ça. C'est absolument pathétique. Et en même temps d'une intelligence et d'une finesse et d'un humour très touchant. Il y a une sœur qui a un rôle éminemment important dans un texte de Kafka, c'est dans la Métamorphose, c'est la sœur de Grégoire Samsa qui le protège pendant les 3/4 du roman et qui le tue, littéralement, puisqu'elle enlève le portrait de la mère, enfin la femme âgée avec le fanion de fourrure auquel il s'accrochait. Et les dernières phrases du texte de la Métamorphose, c'est que, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est que cette sœur peut développer sa sensualité après la mort de Grégoire. Donc là,
il y a une rencontre entre les deux qui aurait pu être salvatrice et qui n'a pas eu lieu. Il arrête de le nourrir. Il meurt de faim. D'autres interventions? Merci, Marc Coppel. Je remercie toujours les questions. Merci, Marc. Je partage tout à fait cette opinion. C'est frappant. Le premier petit frère qui naît et qui meurt s'appelle Georg. Il écrit le verdict. Le jeune homme s'appelle Georg. Et le père lui dit, tu vas mourir. Je pense qu'en effet, ça donne sens aux choses, si c'est le père qui dit que l'enfant doit mourir, plutôt que de penser que la mère est incapable de le maintenir. Quelque chose comme ça. Le père est méchant. Au moins, on peut scolter avec lui. On peut le haïr, on peut le rencontrer dans cette haine. Mais cette mère dont les enfants meurent, et qui meurt un peu avec eux, Oui, mais est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on est obligé d'aller dans ce dédoublement, dans cette dualité, c'est-à-dire soit la mère, soit le père? Est-ce que tout agencement familial ne passe pas obligatoirement par la triangulation oedipienne? C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi qu'il y a une identification de Kafka, une identification féminine à cette mère silencieuse, morte, dévorante par son silence, mais que cette identification féminine favorise d'autant plus une relation au père qui est marquée par je suis comme cette femme, soumise, passive, je suis un fils soumis, passif, et j'ai besoin de te rencontrer dans la violence, dans la vie. Celui qui tue aussi Grégoire Samsa dans la métamorphose, c'est le père qui lui balance la pomme, et qui lui crée une déchirure à l'intérieur, ou c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'amour c'est le couteau retourné dans la plaie. Il y a une nécessité d'être pénétré par quelque chose, et la pénétration, la violence par le père est d'autant plus facilitée, si je puis dire, qu'il y a une formidable attraction des femmes, de la mère, qui est une attraction, tu es une femme, enfin une attraction passive, soumise. Cette identification féminine de Kafka se fait avec une mère soumise passive. Donc il est obligé de rentrer dans un commerce avec son père sur le modèle de sa mère, de cette féminité, de sa facilité. Je veux dire, peut-être que ça ne colle pas, mais je veux dire, pourquoi penser un côté ou l'autre? Je pense qu'il faut penser les deux, puisque l'agencement familial, la dynamique familiale qui crée les identifications de l'enfant, c'est la triangulation, et qu'il a une mère soumise, passive, morte, et que le processus d'identification vis-à-vis d'elle se fait sous cette forme de facilité de soumission, et qu'il est obligé d'autant plus de subir alors le coït, c'est-à-dire le coït paternel, cette violence paternelle. Il n'y a pas de parexcitation ni d'un côté ni de l'autre. c'est une construction qui tient très bien, mais ça ne tient pas chez lui. Kafka disait, c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Donc elle tient peut-être très bien, mais elle n'est pas forcément Il n'est pas pertinente. forcément vrai. Parce que chez lui, Kafka névrosé banal, ça marche pas. Il y a des moments où, effectivement, la période, là, 1913, avant la rencontre avec Félix, très peu de temps avant, de la rencontre du théâtre juif, c'est une période très heureuse. Une période heureuse chez Kafka, il n'y en a pas. Des moments. Et il écrit même dans son journal qu'il écrit avec facilité, avec bonheur, que tout ça lui plaît beaucoup, qu'il éprouve une jouissance incroyable à aller voir ses comédiens, à les fréquenter, à en parler. Il est dans la facilité, l'aisance. Jamais ça se représente. Et c'est l'épisode du couple tchécique. Il aime cette femme, cette mère, Marianne, qu'il aime aussi, etc., qui ont une sorte de fils imaginaire qui est le jeune Isaac Lévy, le comédien qu'il aimerait être. Mais ça ne tient pas. Je voulais boucher sur la question de la mélancolie. Parce que c'est quand même, c'est pas une vie de névrosée, c'est une vie envahie de souffrance. Je crois qu'il n'exagère pas, c'est ce qu'il dit simplement. C'est certainement une des pires choses
d'être comme ça, et dans une identification mélancolique à l'objet perdu et cause d'une souffrance. Enfin, ça peut renvoyer à des patients, hein, pour parler des hommes. C'est là que je crois que la structuration névrotique est possible, elle existe chez lui, mais ça ne marche pas avec l'écriture. Je crois qu'on est d'accord. La fameuse phrase « l'amour, c'est un couteau qui est retourné à l'intérieur de soi », ça évoque, j'ai évoqué du côté oedipien de la pénétration par le père, ça évoque bien sûr l'implacable esprit de symétrie mélancolique. C'est-à-dire si je tape l'objet, je me tape moi-même. Je crois qu'il est, c'est ce que je voulais dire en disant qu'il faut la dynamique familiale, même chose au niveau psychologique sur les différentes structurations. Je pense qu'il passe de la plus profonde mélancolie à une espèce de rattrapage sur les branches oedipiennes qui tiennent plus ou moins, qui sont pourries quand même, et qui retombent, qui fait comme ça des allers-retours. Mais ce n'est pas un mélancolique fermé. Je crois qu'il est dans un mouvement progrédiant, régrédiant. On voit passer là un continuum. Dans un effort extraordinaire, on voit dans certaines séries ici, avec les performances d'acrobates, d'équilibristes, la performance de cirque, le trapéziste, sans arrêt. C'est tout ça pour rejoindre Marx qui dit qu'en effet, il a besoin de se construire un père comme ça, parce que, d'une certaine manière, c'est un persécuteur tellement massif et important qui sera toujours là présent, même si c'est pour le meurtrier. Mais il est là, dans les mouvements. Et parce qu'il n'y a pas de plus grande présence, là, que ce père. Mais parce qu'il est... Là, si, dans la lettre au père, la première phrase, c'est qu'il envahit tout le territoire. Donc il y a une possibilité là d'omniprésence et de couverture qui me semble particulièrement nécessaire face à une mère aussi dévorante, aussi aspirante. C'est une construction, bien sûr. Il y a un père aimable auquel il est identifié. Il ne peut pas avoir d'enfant lui-même. Kafka. Il était très intéressé à l'idée d'en avoir, mais bon, ses difficultés, la relation aux femmes étaient telles, la sexualité était telle que c'était pas possible. Mais on le voit dans un rôle paternel. On le voit très bien dans le livre de Gustav Janouch, Conversation avec Kafka. Gustav Janouch, c'est un jeune homme très cultivé, très brillant, écrivain, poète, graveur, musicien, compositeur, qui à 17 ans a rencontré Kafka. Il lui a été présenté par son propre père, qui était un collègue de travail. Le père de Gustav Janouch savait que le garçon écrivait, souvent en cachette, des poèmes. Un jour, il voit les poèmes. Il dit à son fils, écoute, j'ai lu tes trucs, je crois qu'il y a des choses pas mal. Le docteur Kafka s'y connaît en littérature, tu pourrais aller lui montrer. Et Janouch va voir Kafka, dont le père lui avait parlé. Il l'accueille comme ça, il lui dit bonjour, moi aussi j'ai des grosses notes d'électricité. Moi aussi j'écris la nuit. Il va être gentil, charmant et plein d'humour. Et il se noue entre eux une relation comme ça, qui a un caractère où manifestement Gustav Janouch les lie comme père, pas en remplacement du sien, qu'elle est très attachée. Et ça, Gustav Janouch le dit très très bien à la fin, en conclusion de son livre, quand il évoque la mort de son père et la mort de Kafka. Non, d'abord de Kafka, puis la mort de son père. Il les rapproche. Et incontestablement, il était capable d'avoir une attitude de père sous cette forme-là, avec un garçon. Alors ça ne jaillit pas du néant, cette identification. Trouver autour de lui aussi. Il y a bien un modèle. Et étonnamment, Gustav Janouch n'a jamais lu les œuvres de Kafka après, qui ont été publiées. Il ne pouvait pas. Mais sur cette question, dans le procès, là, on aurait pu vous passer un autre extrait terrible. C'est la fameuse rencontre dans la cathédrale de K avec son père, qui est d'une bonté et d'une complaisance massive. Et la réponse d'Anthony Perkins, il faut le dire avec l'intonation d'Anthony Perkins, vous n'êtes pas mon père. C'est pas possible. Ça me noie, ça. C'est trop féminin, cette compassion qui est la vôtre. C'est trop féminin, ça me rappelle trop là une aspiration. Il me faut quelque chose de dur, de violent, pour me sentir exister. Ça, c'est une construction, mais c'est vous n'êtes pas mon père. Cette intonation-là. Oui, il y a eu des mouvements de foule là-bas. Non?
Oui. Oui, il faut peut-être aussi se garder d'établir un parallèle trop rigoureux, chronologiquement, de manière réaliste, entre ce qui se passe dans ses relations amoureuses et son écriture. Et incontestablement, ces moments que tu décris, dont on parlait aussi, c'est plus compliqué que ça. Mais il y a quelque chose de cet ordre. Alors, quant à considérer ces écrits comme ceux d'enfants, oui, bon, par rapport à cette identification maternelle, cette fois féconde, hein, oui, le verdict, il dit qu'il l'a écrit en une nuit, qu'il ne fallait pas le déranger, enfin c'est vrai, et que c'est sorti de lui couvert de mucus et de sang. C'est l'enfant. Il le dit expressément. Comme Proust. Oui, les livres sont les enfants de la solitude et du silence. Et il y a chez Kafka quelque chose de l'ordre de l'accouchement, véritablement. Non, comme il m'a semblé qu'écrire, c'est se rassurer sur la capacité de penser. Ça, c'est quand même très menaçant. Très menaçant. C'est tellement menaçant que ça se dit pas. Ça s'entend, ça s'interprète. Mais lui ne le dit pas comme ça. Jamais. Enfin, jamais. C'est rien. D'accord. Ça le dit pas. Ouais, l'écriture est le moyen d'échapper au pire. Le pire est derrière la fenêtre. C'est un petit passage comme ça. J'ai sauté, oui. Il énumère, en les numérotant, les principes, les 5 principes qui mènent à l'enfer, dans leur succession génétique. C'est quelque chose, hein. Premièrement, le pire se trouve derrière la fenêtre. Tout le reste est angélique. Deuxièmement, tu es tenu de posséder toutes les femmes, non pas à la manière de Don Juan, mais pour te conformer à ce que le diable appelle l'étiquette sexuelle. Troisièmement, cette femme, il ne t'est pas permis de la posséder. Quelle tentative, triangulation, interdit. Et par conséquent, il ne t'est pas permis de la posséder, et par conséquent, tu ne le peux pas. Je saute des choses. Quatrièmement, tout n'est que besoin. Comme tu as le besoin, sois satisfait. Cinquièmement, le besoin est tout. Comment pourrais-tu avoir tout? En conséquence, tu n'as même pas le besoin. Et alors là, c'est toute cette voie métaphysique qui a tellement fasciné tellement de gens et qui me paraît quelque chose de très dévitalisé, de très vide, de très désincarné, quoi. Répète-nous la dernière fois. Le besoin est tout. Comment pourrais-tu avoir tout? En conséquence, tu n'as même pas le besoin. C'est un syllogisme parfait. Qu'est-ce que... Ça n'aide pas à vivre. Hein. Très anorexique. Oui. Est-ce que Kafka n'illustre pas, comme tu l'as dit,
d'une façon exemplaire l'entremêlement constant du registre oedipien au registre narcissique, où chacun va à la fois se nourrir l'un de l'autre, et lorsqu'on traverse le registre oedipien avec les éléments, enfin les carences narcissiques identificatoires que tu as soulignées, ça donne effectivement ce type de modalité relationnelle. Oui, parce qu'on oppose les deux plans, mais effectivement, c'est entendu. C'est beaucoup plus intriqué que cela. Et même le même passage peut être entendu selon l'écoute oedipienne, si on peut appeler ça comme ça, ou c'est la problématique narcissique. C'est vrai, elle est différente. Là, on schématise. Oui. Ça pour en faire un miel. Oui. Je ne me souviens pas très bien. Sinon qu'à la fin, Elle devient c'est l'artiste du jeune, le chanson du jeune, une artiste de la fin. l'artiste de la fin. Le jeune. C'est très tardif dans son œuvre. Et il est dans un cirque. Enfin, Oui, il a un grand succès en tant que celui qui jeûne indéfiniment. Puis petit à petit, tout le monde se détourne de lui, se désintéresse, et il finit seul avec son jeûne. Non, parce Je ne me souviens pas du début. mais à la fin, il est remplacé par une panthère noire. Oui. La sensualité d'ailleurs. D'ailleurs, dans les papiers qu'il écrit juste avant de mourir, donc ces papiers qui sont sortis dans la Pléiade, c'est le seul endroit où on peut arriver à aller voir les papiers juste avant sa mort qui ont été réédités, enfin qui ont été édités, et où il se compare effectivement aussi à ce champion de jeunes qu'il est devenu. Qui va mourir à la fois de soif et de faim. C'est assez bouleversant ces papiers, pour ceux qui les ont lus. Je ne sais pas si c'est le tome 3 ou le tome 4 des œuvres complètes de Kafka dans la Pléiade. Oui. Je trouve peu de choses de la mère de Kafka. Ce que lui dit, c'est que son grand-père maternel, Amschel, donc qui porte le prénom, c'est son prénom yiddish, était un grand amateur de livres, qu'il y en avait partout. Et cet Amschel appartenait à une famille, la famille de la mère de Kafka était
une famille de gens très instruits, avec beaucoup de rabbins. L'écriture, je ne sais pas. Enfin, écrire, je ne sais pas. L'écriture, du côté des textes sacrés, oui. Un rapport à l'écrit, à la parole. Certainement, il y a quelque chose. Alors, du côté paternel, le grand-père paternel, je crois, avait une boucherie dans une ville de province. C'était un vieux assez simple, comme ça, assez rustique, assez peu en contact avec une culture plus élaborée. C'est un contraste, mais j'en sais pas plus. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a écrit en allemand, par rapport à cette mère. Voilà. On n'en a pas parlé, c'est pas trop notre sujet, mais il est central chez Kafka, la question d'écrire et dans quelle langue et pour qui. On peut se reporter, comme disait Maurice, au livre de Deleuze et Guattari là-dessus, parce qu'il écrivait lui-même Kafka sur ce qu'il appelait lui-même une littérature mineure, c'est-à-dire pas mineure, pas péjorativement, la langue d'une minorité, l'expression d'une minorité dans la langue d'une majorité. Et il y avait un désir des parents de Kafka d'appartenir à la minorité allemande, puissante, instruite, cultivée de la Tchécoslovaquie. Alors qu'ils n'en étaient pas, puisqu'ils étaient, eux, de la fraction juive de la population. Il y a toute une théorisation là, sur la langue, l'allemand plutôt que le tchèque, mais il y a la troisième langue qui est le yiddish. Il y a toute une théorisation sur Joséphine la cantatrice, la fameuse souris, par Deleuze et Guattari, sur le fameux couinement, c'est-à-dire ce qu'il faudrait lire chez Kafka, enfin il faudrait arrêter de lire et entendre la musique, le rythme, et ce qu'on entend c'est un piaulement douloureux, un couinement, comme cette cantatrice Joséphine qui ne peut parler que de cette manière-là. Et ce couinement, ce piaulement douloureux, c'est le yiddish. Mais bon, c'est une construction, elle est tellement belle qu'il faut la garder. Avant de conclure, juste quelques informations. Avant, avec Daniel, on parlait de Alfred Kubin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est l'un des auteurs qui ont inspiré Kafka et donc vient de sortir chez José Corti, donc un livre de Kubin qui s'appelle L'autre côté et qui est saisissant. Enfin, on comprend que Kafka s'en soit inspiré. Si vous lisez déjà dans les premières pages, on est tout à fait dans un univers kafkaïen, ce qui est assez saisissant. Et Kubin a illustré, enfin il y a quelques illustrations des œuvres de Kafka qu'il a pu faire, et Kubin a illustré son livre, L'autre côté, avec des dessins magnifiques à l'encre. La deuxième chose, c'est qu'il y a, pour ceux qui s'intéressent à la bande dessinée, il y a Robert Crumb qui a illustré un Kafka qui est très bien fait. Pour ceux qui aiment l'univers de Robert Crumb, il a fait un remarquable Kafka. Troisième information. Pour ceux qui s'intéressent à Georges Perec, donc du 14 au 28 mars, il y a un certain nombre de rencontres autour de Georges Perec, de films, de discussions qui sont faites donc du 14 au 28 mars au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc c'est il y a des lectures qui sont faites par des acteurs, il y a plusieurs films qui sont faits, donc c'est très très complet. Je passe la parole pour d'autres informations. À partir de demain et jusqu'au 27 mars, sera donné à l'Opéra Bastille un opéra en création mondiale, un opéra de Philippe Manoury qui s'appelle K, d'après le procès de Kafka. C'est un hasard. Voilà. C'est un des compositeurs français les plus joués, semble-t-il, Philippe Manoury. Bien. Eh bien, écoutez, merci de votre attention et à la prochaine fois.